Salam alaikum. Avant d'entamer l'essentiel du cours théorie de signal, je vais vous donner une vue d'ensemble sur cette discipline importante au métier d'ingénieur. Cette discipline repose sur des méthodes mathématiques inspirées de l'analyse mathématique, de l'algèbre et de la probabilité statistique. Dans cette discipline, il n'y a pas que d'aspect théorique, mais il y a d'aspect pratique. C'est-à-dire, pour mettre en œuvre les algorithmes de traitement de signal, on fait appel soit à des circuits électroniques, soit à des ordinateurs. Par exemple, ce circuit électronique réalise l'opération qui est la suivante. La tension de sortie égale à G fois la tension d'entrée. Cette opération, réalisée par le circuit électronique, peut être réalisée identiquement par un processeur en réalisant une instruction dans un programme qui est la suivante. La variable Vs égale à G multiplié fois V. Donc on peut réaliser la même opération qui est une opération d'amplification d'une tension VE, soit d'une manière analogique par un circuit, soit d'une manière numérique par un processeur, c'est-à-dire un ordinateur. Le champ d'application du traitement du signal est devenu très large à cause du développement des processeurs numériques. Si je prends l'exemple de votre smartphone, il existe plusieurs processeurs dedans. Il y a un codec responsable du traitement de votre voix et celle de votre interlocuteur. Je peux trouver aussi un autre processeur chargé de la conversion de votre voix vers une autre forme du signal afin de le transmettre via une antenne. Comme autre application, on peut citer la robotique, c'est-à-dire par exemple ce robot humanoïde, il se tient dans une position debout, il va le maintenir quelles que soient les conditions externes grâce à des algorithmes d'asservissement. L'asservissement est une branche du traitement de signal. En finance, on peut par exemple prédire les prix de pétrole dans une certaine durée du temps en se basant sur un historique. Donc ça, c'est grâce à des algorithmes de traitement de signal et précisément ces algorithmes de prédiction. On peut aussi utiliser les techniques de traitement de signal afin de détecter certaines maladies en examinant par exemple les signaux ECG. Et on peut citer aussi la reconnaissance des individus grâce à leur empreinte digitale et grâce à leurs signaux de la voix. Donc toutes ces applications ne pouvaient pas voir le jour s'il n'y avait pas du traitement de signal. Avant d'avancer plus loin dans le cours, on va définir quelques termes importants. Le signal, c'est quoi? C'est la représentation physique de l'information qui est convoyée d'un émetteur à un récepteur. Donc si je prends l'exemple d'une personne qui est en train de donner un speech devant un microphone, donc la personne, c'est la source d'information. Cette source d'information va générer une onde sonore qui n'est qu'une pression variable. Cette pression variable va interagir avec un microphone. Ce microphone va générer en sortie une tension Vs de T. Cette tension, bien sûr, elle ne sera pas constante, mais elle sera variable puisque la pression elle est variable. Par exemple, elle a cette allure. Ici, le microphone joue le rôle d'un capteur. Donc, la tension Vs, c'est la représentation physique de l'information.
Et V1, c'est quoi? C'est une tension électrique. Un point important à souligner, c'est la différence entre un signal et une onde. Par exemple, la tension à la sortie des microphones représente un signal, S de T. On peut transmettre ce signal de la voix d'un point 0 à un point D grâce à une onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique a un champ électrique et un champ magnétique. Un champ électrique, il peut s'écrire sous cette forme, E de xt égale un sinus de pi f v de t moins kx en fonction de variables espace-temps. Je peux véhiculer cette information via le champ électrique dans son amplitude. C'est-à-dire, je peux avoir le champ électrique suivant, transportement de la voix, xt, ensuite c'est vs de t, sinus de f p de t moins kx. Je répète, en télécommunication, on peut transmettre l'information d'un point à un autre grâce à des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques possèdent un champ électrique et un champ magnétique. Si par exemple je prends le champ électrique et je véhicule dedans le signal d'information, par exemple ici, qui est la voix, je peux avoir ce champ électrique dont l'amplitude elle est dépendante du signal de la voix. Cette onde électromagnétique va traverser l'espace et elle va être observée au niveau du récepteur. Donc le signal que je vais capter ici sera donc R de T ne sera que le champ électrique Vs de T sinus de pi f v de T moins k fois D. Donc dans l'espace délimité par les deux récepteurs, on a une onde électromagnétique dont le champ électrique s'écrit sous cette forme. Et dans un point donné, on peut observer qu'un signal. Donc l'onde sert à transmettre l'information d'un point à un autre. Et si on observe cette onde dans un point donné, ici D, on peut éliminer l'espace et on aura un signal reçu. Le signal reçu n'est que un champ électrique ou un champ magnétique observé à un point donné. Le modèle mathématique pour représenter un signal varie en fonction de la quantité d'informations à véhiculer. Par exemple, la voix peut être représentée par une fonction scalaire simple, où t c'est l'argument temps. Par exemple, dans les applications radar, la cible qui est qu'un avion, on va le modéliser par un vecteur et quand on a les informations suivantes, x de t et t z de t, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes, ainsi que le vecteur, la valeur de la vitesse, la valeur radiale. Dans l'imagerie médicale, on peut citer l'exemple de la combinaison de deux informations, c'est-à-dire l'image latérale et l'image supérieure. On peut combiner sous une forme de grandeur complexe. En plus de modèles scalaires, comme l'exemple de la voix où la fonction est une fonction scalaire à une seule variable, c'est-à-dire un seul argument, qui est le temps, on peut trouver le modèle associé aux images où l'imagerie représentée par une fonction scalaire à deux arguments, x, y, où x, y permet de localiser les pixels, et y, ça prend le nom de niveau de gris. Les images noires par exemple. On va trouver aussi un modèle de fonction à trois dimensions, c'est-à-dire à trois arguments, où la vidéo est constituée par un ensemble d'images couplées à un indice de temps. Donc des images indexées par le temps. Donc ici on parle de fonction à trois dimensions.
Une question importante et naturelle à se poser, c'est comment peut-on classifier les signaux? En répondant à cette question importante, on peut choisir des outils adéquats à chaque type de signal afin de le traiter de façon convenable et efficace. Comme première classification possible, celle-ci elle est basée sur le caractère aléatoire du signal. Si par exemple le signal, comme dans cet exemple, possède une forme bien déterminée avec une équation bien précise, avec laquelle on peut déterminer la valeur du signal x de t à n'importe quel instant t. Ici, on qualifie le signal de déterministe, c'est-à-dire on connaît sa forme et on connaît sa valeur à n'importe quel instant t. D'une autre part, si le signal est imprévisible, il porte le caractère de l'appellation aléatoire. Dans le cas des signaux aléatoires, on ne peut que modéliser la valeur prise par le signal x de t que par une densité de probabilité. Vu le caractère aléatoire du signal, entre les deux classes des signaux déterministes et aléatoires se trouve une classe intermédiaire appelée signaux pseudo-aléatoires. Pourquoi pseudo-aléatoires? Parce qu'ils sont des signaux en réalité périodiques, s'ils sont observés sur une longue durée, mais qui paraissent aléatoires dans une période. Une seconde classification possible pour les signaux, elle se base sur la quantité d'énergie véhiculée par le signal. La division de l'énergie elle est inspirée de l'électricité et de la mécanique. Si je prends l'exemple de l'électricité, si j'ai une résistance où véhicule un courant électrique I de t, et la résistance elle est de valeur 1 ohm. Donc la puissance instantanée consommée par cette résistance, elle vaut RI carré, et puisque la résistance est égale à l'unité, donc c'est I carré de t. Bien sûr, pi des puissances, l'unité elle est en watts. Watt, c'est-à-dire joule par seconde. Si je multiplie cette grandeur I carré de t, fois un laps de temps dt, donc joule par seconde fois seconde. J'aurai le joule comme résultat. Bien sûr, l'intégrale ici, c'est l'équivalent d'une sommation. Donc la somme d'une grandeur en joule est toujours une grandeur en joule. Donc ça, c'est une définition cohérente avec ce que vous connaissez en électricité et en mécanique. Une autre grandeur importante de la classification des signaux, qui est elle aussi basée sur l'énergie, c'est la puissance, dite puissance moyenne. C'est-à-dire une puissance mesurée sur une durée bien précise. S'il vous plaît, il faut faire attention que cette expression, elle devient donc P de x égale à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2, t sur 2, x de t modulo carré, et t pour les signaux périodiques, pour les signaux t périodiques. Donc, puisque le résultat il est identique lorsque les signaux sont périodiques. La première définition, généralement, elle est utilisée pour les signaux aléatoires. Grâce aux définitions des grandeurs, énergie et puissance moyenne, on peut définir deux catégories de signaux. On définit les signaux à énergie finie, c'est-à-dire dont l'énergie est une grandeur finie, ou de façon équivalente les signaux à puissance moyenne nulle, c'est-à-dire lorsque
t tend vers l'infini. Mais on peut définir aussi les signaux à énergie infinie ou à puissance moyenne finie. C'est-à-dire la puissance moyenne elle est finie et l'énergie elle est infinie. Puissance moyenne finie lorsque t aussi tend vers l'infini. Un point important à signaler, c'est qu'en pratique, les signaux sont tous à énergie finie. Pour la simple raison que l'observateur ne peut observer qu'une portion finie du signal. Les signaux à puissance moyenne finie, puisqu'ils n'existent pas en pratique, ce n'est que des moyens intermédiaires de calcul. Les signaux à énergie finie permettent de modéliser le régime transitoire des systèmes. Par contre, les signaux à puissance moyenne finie, qui sont des outils intermédiaires de calcul, permettent de modéliser les régimes permanents des systèmes. Une troisième classification possible, c'est la classification continue discret, ou bien numérique. Donc, dans cette illustration, on peut voir le signal continu x de t. Continu ou bien analogique. Donc ici, on a l'amplitude, c'est un continuum, et le temps aussi une variable continue. Si par exemple, on réalise des prélèvements à des instants régulièrement espacés, nt, donc le signal peut s'écrire, donc x au lieu de t, on aura nt. Donc on a une variable discrète et une variable continue. C'est-à-dire une variable qui prend une valeur, quelle que soit la valeur, dans l'intervalle de variation de l'amplitude. Ça, c'est un signal dit discret ou bien échantillonné. Si de plus on impose que l'amplitude du signal x de nt prend des valeurs multiples de delta, donc x devient une variable discrète aussi, nt, on a un signal échantillonné. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé des prélèvements à espace régulier égal à t, et quantifié. C'est-à-dire on a imposé à l'amplitude de prendre des valeurs multiples de delta. Maintenant, puisque le signal échantillonné et quantifié prend des valeurs précises en amplitude, on peut coder ces derniers en binaire, et la succession d'échantillons prélevés à un instant donné peut être modélisée ou bien être représentée par un ensemble de bits qu'on appelle signal numérique, signal